raconte d'Asphalte et de nuée? C'est l'histoire de 6 jeunes gens, des adolescents entre 15 ans et 17 ans. Ces jeunes gens sont kidnappés et emprisonnés dans un bagne clandestin. Ils se retrouvent à la merci d'un tortionnaire sadique, monstrueux, aidé en ses basses œuvres par des geôliers sans cœur, sans pitié. Les adolescents subissent des sévices innommables que Nicolas Rosier suggère, plus qu'il ne décrit fort heureusement, car l'imagination d'ailleurs fait le travail. Nous, lecteurs, nous sommes dans un état de pression continue. Nous sommes suspendus aux mésaventures de ces adolescents. Cet enfer qu'ils vivent est aussi une fabrique à héros, puisqu'ils sont amenés à réagir, à se révolter. Ils se forgent une personnalité, ils se forgent un caractère de héros. Ils vont prendre le pouvoir sur leur geôlier et dans une cérémonie meurtrière magistralement écrite, ils vont se libérer, libération dans le sang, libération violente. Nous, lecteurs, nous vivons un moment incroyable, un paroxysme. Et puisque nous arrivons à la fin en même temps de la première étape du roman, nous imaginons que peut-être le rythme qui va suivre va s'atténuer, s'apaiser. Il n'en est rien. L'intégralité du roman est construite en crescendo. Dans la deuxième partie, nous suivons ce groupe de jeunes gens dans leur fuite, leur cavale, car cette cavale est rythmée d'événements traumatisants, douloureux, un chaos de faits divers. Ces jeunes gens font l'expérience, quels que soient les lieux, quels que soient les paysages qu'ils traversent, et ces paysages sont pour la plupart des paysages de marge, des paysages suburbains, des nomadlands, champêtres ou non. Ces expériences, toutes les ramènent à une même constatation. Ils n'ont pas de place dans le monde. Dans le monde dans lequel nous vivons, ils n'existent pas. Personne ne veut d'eux. Jusqu'au moment où, de façon pratiquement inopinée, ils découvrent un lieu où vivre, un lieu où s'installer. Et c'est là, à mon sens, que nous touchons au cœur du roman. Car ces jeunes gens, des adolescents, qui ont déjà un lourd passé, traumatisant, vont faire l'expérience de la liberté sans contrainte, mais également sans repère. Se pose alors la question de savoir comment habiter son existence. Quel sens lui donner, ou plus exactement, comment vivre intensément. Alors que le passé ne peut être gommé, que l'avenir ne peut être conçu, comment habiter le présent dans cette liberté qui se révèle absolue. Cette électricité, ce magnétisme qu'ils partagent dans leur groupe, c'est là le cœur du roman. C'est une histoire de groupe, mais aussi d'individualité qui se façonne, qui se forme, des choix cruciaux de l'existence, des vocations qui naissent et des orientations intimes qui se définissent. Je vous invite à découvrir ce roman, écrit dans une langue prodigieuse. C'est une expérience de lecture atypique, extrêmement forte et qui nourrit son lecteur. Elle n'a pas surgi comme ça du jour au lendemain. J'ai écrit 3 textes dédiés à des poètes qui peuvent être apparentés à des poèmes, mais qui me situent du côté de la prose. Donc entre des textes dédiés à des auteurs, en l'occurrence poètes, des récits, la frontière est finalement plus mince qu'il n'y paraît. Simplement, il manquait cet amalgame qui fait qu'à un moment donné, on a la matière pour se lancer dans l'écriture d'un roman. Il serait faux de simplifier les choses en disant que j'ai écrit un roman qui s'apparenterait à une version écrite d'un film d'horreur de série B. Non, mais effectivement, j'aime à en capter certaines acmés horrifiques qui sont pour moi l'occasion de me lancer dans des morceaux de bravoure. D'abord parce que les protagonistes ont entre 15 et 17 ans, on va dire que cela fait du roman un roman pour adolescents. Mais c'est vrai qu'il y a dans le roman pour adolescents une fraîcheur qui se contrefait très très mal, et donc j'espère avoir récupéré un petit peu de cette fraîcheur. En tout cas, le cinéma a prévalu dans les influences sur la littérature dans mes jeunes années. J'emprunte le titre du roman d'Asphalte et de nuée à Stéphane Mallarmé, qui dans une conférence dédiée à Villiers de l'Isle-Adam l'écrit comme étant toujours perdu dans son asphalte et sa nuée.
Cet état presque hypnotique qui situe l'auteur dans une forme d'absence ou de rêverie me semble correspondre à une des dominantes qui règne dans l'atmosphère générale de mon récit. Et comme il m'était vraiment difficile de trouver un dénominateur commun pour faire titre, eh bien à un moment donné, en croisant cette partie de la conférence, je me suis dit d'asphalte et de nuée peut peut-être rendre compte de cet alliage. Le premier point, c'est que je n'ai pas anticipé sa structure en deux parties. Bien au contraire, en passant effectivement à ce qu'on pourrait appeler l'écriture romanesque, eh bien, j'en attendais une coulée, une écriture fleuve, pas nécessairement justement interrompue ou hachée par des subdivisions. Cet aspect bipartite s'est imposé après coup. D'une certaine façon, Narwick s'apparente à une introduction au hameau. Dire que Narwick et le hameau seraient deux parties parfaitement équilibrées, ce serait pas juste. Et c'est vrai qu'il y a cette structure bipartite. Et initialement, je l'avais envisagé, ou SCPR plutôt, d'un seul tenant. Mais pour des raisons organiques liées au récit, il m'a fallu accepter ces pauses, ces phénomènes de pause. Et il y en a une importante entre Narwick et le hameau, parce qu'il y a une bascule d'univers. J'avais imaginé, sans connaître encore mes personnages, ni même leur nom, un groupe, une faction, un petit commando qui serait parti du nord de l'Europe et aurait déferlé vers le sud, au gré d'une aventure qui les aurait conduits, cette descente, et qui aurait donc donné son aspect monolithique au livre, qui là n'aura pas été bipartite. Et en définitive, les aventures de l'écriture ont conduit à cette structuration en deux parties. Je les ai voulus tels, en effet. Alors parler de ces personnages, rien de moins facile, c'est les aventures de l'écriture qui les constituent, les modèles, les façonnent peu à peu, dépendent de l'attachement que je leur porte. Je les aime, c'est une forme d'idéal démultiplié. Mon groupe n'est pas un personnage, ils sont 6, je n'en dis pas plus, mais ils deviendront 7. J'ai pris beaucoup, je crois, de mes personnages en peinture pour concevoir mes personnages de roman, particulièrement en asphalte. Je n'assortis pas mes personnages, je ne leur attribue pas un prénom et un nom, mais un seul nom qui fait office de prénom et de nom ou de sobriquet. Alors comment je les choisis? Pour leur qualité sonore, essentiellement. J'aime à ce qu'ils sonnent bien. Zwerker, Detlef, Nols. Et généralement, ils sont monosyllabiques, tout au plus en 2 syllabes, mais pas plus. Aussi parce que dans le flux et le fil de la narration, il est quand même très commode d'avoir ces noms très courts, très nerveux, qui sont moins lourds à répéter. Là, du point de vue des noms donnés aux personnages, cela va déterminer même beaucoup de ce qu'ils vont être. On peut peut-être dire aussi que, avec des sonorités de noms tels que Zwerker, Detlef, Nols, Henning, on observe une consonance nordique, germanique, anglo-saxonne. Et effectivement, là, ça atteste mon goût pour l'élégance de ces noms. Ces noms que je prends grand soin, je crois, à trouver et à coller à mes personnages, remplacent d'une certaine façon, j'espère, et en mieux, ce qui serait de l'ordre de la fiche psychologique ou d'apparence physique des personnages à l'ancienne. En tout cas, moi, quand je l'ai abordé, ce texte, avant même sa création, j'ai pensé en paysage, qui me hantait, m'obsédait, relever du paysage. C'est dire à quel point c'est important. Les paysages ont précédé les personnages. Tant et si bien que les paysages que j'aime ont conditionné ceux qui allaient être les occupants. Les personnages ne sont pas conformes aux paysages, mais ils semblent être en rapport d'osmose. Les notions de zone franche, no man's land, friche, urbaine, suburbaine de préférence, des endroits difficiles à classer. J'aime énormément ces éléments-là. J'aime que ces endroits soient vus de biais, de côté, de loin, qu'il n'y en ait que des indices. Avancer sur le sol blanchâtre, dur et raboteux, ce fut comme si nous foulions un extrait d'esplanade. De dos, les épaules de Detlef me projetèrent un instant au désert d'une banlieue latino, d'une favela subite où nous aurions titubé, poussés en avant par une canicule, un ouragan ou un crime. Sous la poussière, l'asphalte affleurait. Ce n'était qu'un décor de chantier sur 15 ou 20 mètres, encadré par des remblais parsemés de chiens-dents.
Mais ce parterre déblayé lança un éclat de frontière aveuglante. Passé le voile de cet étourdissement, les contours se jetèrent, brandis comme une salutation du paysage. Une série de baraques s'alignait devant nous, aux deux bords d'une allée croulante, et personne ne fut épargné d'un pincement féerique à la vue de ces maisonnettes oubliées. Un décor de cinéma, murmura Henning. Eh bien, chaque fois que je suis amené à me retourner sur cette force de la création, et plus généralement, c'est au moment de l'écriture que l'on s'interroge sur les relations entre la peinture et l'écriture. Lorsque je peins, je dessine, le fait littéraire, l'écriture, les mots ne sont pas présents du tout. Spontanément, sans que je le décide, les personnages ont tendance spontanément à se conduire, à évoluer comme des tours de contrôle qui sont absolument attentives à tout ce qui se passe autour d'elles. Ainsi, c'est des tours de contrôle mobiles, et elles ont ces tours de contrôle humaines. Elles jettent ou elles posent des regards de peintre sur ce qui les entoure. Alors, on pourrait penser, si on se réfère aux péripéties, aux situations dans lesquelles je mets le personnage, c'est un enchaînement de faits qui les conduit, à dire, à telle ou telle pratique artistique, peinture, dessin, sculpture. Or, ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. C'est plutôt un état de grande liberté à laquelle ils ne s'attendaient pas. Ils disposent tellement d'eux-mêmes qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Et à partir de là, que peut-on faire? Le fait est qu'une pratique artistique va s'imposer quasiment chez tous les personnages, et pas par mimétisme, pas parce qu'ils veulent se copier, mais parce que véritablement, cela semble, la pratique artistique, être ce qui pousse de la plus grande liberté. Il est évident que j'investis beaucoup de ma propre expérience de création dans ces débuts, ces grands commencements de mes personnages. Et c'est un sujet pour moi éminemment romanesque. En dessinant, je ne pensais qu'au plaisir étrange de tels décors nés de lignes croisées et entrecroisées, plutôt qu'aux scènes entêtantes de notre équipée. J'abandonnais toute image mentale, tout motif central, et jusqu'aux féeriques visions recensées au balcon des Alpes. Je laissais faire le bras, le poignet, qui rapidement, en fignolant nerveusement, en espérant viser juste, à l'emporte-pièce, en misant tout ou presque sur le tri et les sélections spontanées de la vitesse, trouveraient peut-être leur compte. Dans la jungle du tracé, une armature finissait par saillir, belle comme une hypothèse d'architecte, rutilante parfois, comme une étrave en plein ciel. J'aimais par-dessus tout ma liberté de débutant et l'impression de première fois qui persistait dans chaque geste. Les actions de tous, d'ailleurs, portaient le sceau de ce commencement et de ces développements singuliers. Je suis très bien, alors pas exactement à Alençon, puisque je ne vis pas à Alençon même, mais vraiment à proximité, ce qui fait que mon expérience au quotidien de la vie urbaine, c'est à Alençon, c'est vrai. Mais quand je pense à Alençon, c'est jamais à Alençon seulement, mais au paysage qui sont immédiatement dans sa périphérie immédiate. Et la périphérie immédiate, c'est le bocage, c'est un relief d'arbustes absolument adorable, c'est une lumière transparente. Enfin là, je pourrais égrener toutes sortes de choses qui relèveraient de la carte postale locale, mais le fait est qu'elle est très prégnante, et pour quelqu'un comme moi qui vient de l'Est, le climat, la lumière, les paysages, il y a une grande unité et qui est très marquante. Et donc je suis encore sous le coup et le charme de l'exotisme local, voilà, et que j'aime énormément, et qui pour une large part va entrer en ligne de compte dans le texte que je suis en train de terminer, voilà, qui sera mon prochain roman. Alors il y sera question d'une histoire de peintre. J'ai pas envie d'en dire plus en ce qui concerne les personnages, et cette histoire de peintre va partager, on va dire, la vedette avec la recherche d'une territorialité dans l'Ouest largement inspirée de tout ce que j'ai pu découvrir dans les chemins de traverse dans la région d'Alençon et ses environs.
J'ai réalisé quasiment 400 pastels durant la période où j'ai vécu à Paris, les 5 dernières années. Et depuis, on va dire, un peu plus d'1 an, j'ai repris la peinture sur toile, la peinture à l'huile, ou technique mixte, on va dire. Ça dépend des travaux, en tout cas le travail sur toile. Et c'est cet aspect repris depuis un peu plus d'1 an que je commence à présenter. Donc effectivement, cette galerie-librairie à Argentan, La Curieuse, qui a la gentillesse d'accueillir une douzaine d'œuvres, relativement récentes. Et en même temps, une actualité qui est cantonnée pour l'instant à la virtualité, l'espace Art et Liberté à Charenton, donc, où je prends part à une exposition collective qui s'intitule Les Nouveaux Horizons de l'Art, ce qui fait qu'actuellement, il y a donc une vingtaine de mes œuvres qui sont pour une part à Argentan et pour l'autre à Charenton. Et peut-être faire la jointure avec le roman d'Asphalte et de Nuée, dont il est question que ce texte soit présenté à Charenton comme La Curieuse, eh bien, le dénominateur commun entre le roman et les peintures, eh bien, ce sera justement cette thématique des suburbs, puisqu'il ne s'agit pas systématiquement sur toutes les toiles de paysages suburbains, mais d'atmosphères qui ont partie liée à ces landes suburbaines, qu'il s'agisse des figures ou des décors, pour décrire les choses très sommairement, très simplement.